Bonjour Manuel Valls. Bonjour Jean-Michel Apathy. Merci d'avoir accepté l'invitation de LCI. Vous êtes, je le rappelle, ancien Premier ministre. Vous publiez un livre, pas une goutte de sang français, mais La France coule dans mes veines, publié chez Grasset. On va en reparler après. Nous allons commencer par l'actualité internationale. Les affrontements se poursuivent en Israël, entre Palestiniens, Israéliens. C'est un conflit, vous avez plutôt pris position pour Israël dans les jours précédents, en soutenant, avez-vous dit, la démocratie qui est attaquée. C'est un conflit devant lequel nous sommes depuis des décennies, sans solution? Non, il faut toujours espérer une solution qui passera, nous le savons, par deux États. C'est difficile. Par deux États? Oui, il faudra, nous le savons, que c'est la solution, mais en disant ça... Ça devient de plus en plus irréaliste, en fait. Ça devient irréaliste, mais c'est pourtant la seule solution, qui est d'ailleurs attendue par la communauté internationale, en général plutôt aussi par les deux parties, mais c'est d'une très grande complexité, sinon le problème aurait été réglé. Il y a évidemment des risques, et c'est peut-être d'ailleurs le plus inquiétant pour le moment, de confrontation entre juifs et arabes israéliens dans un certain nombre de villes, des arabes israéliens, donc qui sont des citoyens israéliens, qui participent à la vie démocratique. On ne le rappelle pas assez souvent, mais il y a... qui se plaignent des conditions dans lesquelles ils participent à la vie démocratique, qui jugent leur statut et leur situation. Mais il y a des députés arabes israéliens, qui participent de cette vie politique au Parlement israélien. Et puis il y a évidemment ce qui est une agression du Hamas, qui est une organisation terroriste. La France elle-même souligne que c'est une organisation terroriste, comme toute la communauté internationale, et qui, pour des raisons liées d'abord, on l'oublie là aussi trop souvent, au conflit interpalestinien entre l'autorité palestinienne et le Hamas, profitant du fait que l'autorité palestinienne, gangrénée par la corruption, divisée, a encore reporté des élections internes au mouvement palestinien, au peuple palestinien. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas voté parmi les Palestiniens, utilise cette guerre pour reprendre le leadership sur le monde palestinien, avec 2000 missiles, 2000 roquettes qui ont été envoyées ces jours-ci, jour et nuit, sur les villes israéliennes. Il n'y a pas plus de victimes israéliennes parce qu'il y a ce bouclier de protection sur Israël et parce que les habitations en Israël, vous le savez sans doute, ont des abris antimissiles. Mais nous sommes face à une véritable guerre. À chaque fois, c'est le point final, c'est la force qui met un point final à l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'armée israélienne qui, d'une manière ou d'une autre, occupe le terrain. Et puis, ça repart pour des années de calme apparent. Mais parce qu'Israël a le droit... Avant qu'on voit une nouvelle explosion. Mais parce qu'Israël a le droit et le devoir, bien évidemment, de se défendre. C'est ce qu'a encore rappelé, heureusement, la diplomatie française. Israël a le droit de se défendre. Évidemment, Israël a-t-il le devoir de proposer une solution de paix, ce qu'il ne fait pas depuis longtemps? Oui, mais c'est très difficile, bien sûr. D'ailleurs, en Israël même, on critique la politique du gouvernement israélien. Il y a un débat démocratique. Il y a des anciens généraux, des anciens responsables des services de renseignement qui proposent d'autres solutions, qui pensent que le dialogue est indispensable, qu'il faut une solution à deux États. Mais là, nous sommes face à un conflit mené d'abord par une organisation terroriste, puissamment armée. On a du mal à comprendre d'ailleurs comment on peut envoyer 2000 missiles, 2000 roquettes sur le sol israélien. Donc c'est très difficile. On en parle peu pour le moment, mais il y a aussi des missiles qui sont partis du sud Liban. Est-ce que le Hezbollah ne profite pas de cette situation pour aussi attaquer Israël? Derrière, il y a sans doute l'Iran. Ce que je veux dire, c'est que la communauté internationale, qui doit évidemment tout faire pour que le dialogue reprenne, doit, dans ces moments particuliers, comme je le fais moi, soutenir Israël, parce que c'est un pays démocratique, parce que c'est un pays allié, parce que c'est une organisation terroriste qui l'attaque. Une manifestation en faveur des Palestiniens devait se dérouler à Paris samedi. Le gouvernement l'a interdite. Je l'avais moi-même demandé quelques heures auparavant, et je pense que c'est une décision grave, mais aussi justifiée, notamment parce qu'il s'est passé en 2014, la précédente guerre entre Israël et le Hamas, qui avait vu dans les rues de Paris, pour la première fois depuis la libération, des cris « mort aux Juifs ». Et trop souvent, on parle de soutien aux Palestiniens. Comme en 2014, cela aurait été une nouvelle fois une manifestation de soutien au Hamas. Et comme le disait le philosophe Yankelevitch, je le rappelle d'ailleurs dans ce livre, l'antisionisme et l'antisémitisme justifiés. Yankelevitch l'écrivait en 1967, après la guerre des 6 jours. Et donc on voit bien qu'il y a une partie de la gauche ou l'extrême gauche qui prend prétexte de ce conflit pour justifier
l'antisémitisme. Et donc le gouvernement et Gérald Darmanin ont bien fait d'interdire ces manifestations. Mort aux Juifs, c'est évidemment inacceptable. Et de ce point de vue, il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. En même temps, ça peut donner le sentiment que la France choisit son camp, ce qu'elle a toujours refusé de faire. Elle a raison de choisir le camp de la démocratie. La France a une diplomatie équilibrée. Oui, mais moi je pense qu'il faut aussi avoir des intérêts. Soutenir Israël quand Israël est attaqué est une chose. Soutenir le droit des Palestiniens est aussi. Mais il le faut aussi. La ligne de la soutenir le droit des Palestiniens à avoir un État, le droit à Israël d'avoir évidemment de se défendre, de sa propre sécurité. Mais je suis convaincu, notamment avec les bouleversements que nous avons connus ces derniers mois, notamment ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords d'Israël avec les pays du Golfe, mais aussi avec le Soudan, mais aussi avec le Maroc. Ce qui est d'ailleurs un bouleversement géopolitique tout à fait considérable et que d'ailleurs le Hamas et ses alliés iraniens cherchent à mettre en cause à travers cette guerre. Mais samedi soir prochain, après ces manifestations et de nouveaux cris de haine à l'égard d'Israël, qu'aurait-on dit ? Donc non, je crois qu'il faut que dans cette lutte contre l'antisémitisme, contre toutes les formes d'antisémitisme, notamment la haine d'Israël à travers l'antisionisme, le gouvernement a bien fait. On ne peut pas exporter le conflit israélo-palestinien une nouvelle fois, comme cela dure depuis 20 ans, depuis la deuxième intifada. Je l'ai vu moi-même comme maire d'Évry, dans nos quartiers, sur notre territoire. Nous parlons des élections régionales, Manuel Valls. Vous connaissez l'importance des partis politiques dans la vie politique. Quand on constate que pour ces élections régionales, le parti qui dirige la France est incapable de présenter des listes dans certaines régions, par exemple en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque la secrétaire d'État Sophie Cluzel y a renoncé officiellement, vous ne dites pas quelle faiblesse du parti qui dirige la France, quel manque d'implantation locale, et dans la perspective de l'élection présidentielle qui s'annonce, quel handicap ? C'est un sujet d'inquiétude, pas seulement pour la majorité, mais tout simplement pour notre vie politique et pour la vie démocratique. On oublie trop souvent qu'Emmanuel Macron, au-delà de son talent, a été élu aussi sur un mouvement de dégagisme de la gauche et de la droite, de volonté aussi, si je le dis positivement, de la vie démocratique, de la vie politique de notre pays. Mais on n'a pas su construire... Pas d'implantation, pas de relais locaux, pas de grands élus. C'est un parti sans racines, présent évidemment à l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas cette présence, cet ancrage, ces racines dans le pays, et d'où ces mouvements que vous venez de décrire au moment des régionales. Mais si j'élargis ma réflexion, et ce qui m'inquiète, c'est que dans un moment où on sent bien que le pays peut basculer, c'est-à-dire vers le lepénisme, vers l'extrême droite. Mais au-delà... Vous pensez qu'il y a une possibilité que Marine Le Pen soit élue ? Il y a des possibilités, bien évidemment. Je pense qu'on le voit bien dans tous les pays, dans tous les grands pays occidentaux, il y a une crise démocratique. Donc tout est possible dans un sens ou dans un autre. D'une certaine manière, on l'a évité en 2017 à travers Emmanuel Macron, mais le dégagisme aussi peut le frapper, et peut frapper de nouveau le pays l'année prochaine. Et donc, y compris dans cette mise en cause, on le voit bien, de notre lien social, de l'autorité, les questions de sécurité, la menace terroriste, les conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale, tout cela rend très fragiles les équilibres. Et donc face à cela, ce que je constate, c'est que les grands partis, ou les vieux partis, ou les nouveaux partis, sont incapables de trouver ensemble la voie. Et si je peux commenter en quelques secondes ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire ce qui se passe en PACA comme dans les Hauts-de-France, je pense que ça n'aide pas ni la majorité, ni la vie démocratique. Et je soulignerai... Ça n'est pas... Excusez-moi, PACA et Hauts-de-France, c'est pas la même situation. Le fait qu'il n'y ait pas de liste La République En Marche en PACA, ça vous paraît être une erreur ou... Je ne rentre pas dans ces détails, mais les épisodes successifs, j'ai le sentiment, n'ont ni aidé Renaud Muselier, le président sortant, ni La République En Marche, et ont plutôt favorisé, si j'en crois les enquêtes, les élections sont dans quelques semaines, la candidature du Rassemblement national. Et dans les Hauts-de-France, j'ai du mal à comprendre l'objectif de la majorité et de la candidature du garde des Sceaux dans ce moment précis. Pourquoi ? Dans ce moment précis où le garde des Sceaux doit être évidemment arc-bouté sur la question de l'autorité, de la lutte contre l'insécurité et des réformes qu'il mène. Et on a le sentiment... Il aurait mieux fait de ne pas être candidat. On a le sentiment... Au-delà de cela, on a le sentiment que cette candidature a plutôt pour objectif
non pas le Rassemblement national, mais plutôt le président sortant, Xavier Bertrand. Et donc, du coup... D'affaiblir Xavier Bertrand, et je pense, au risque de provoquer la victoire du Rassemblement national. Vous l'écrivez très bien. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a... C'était votre pensée que j'ai expliquée. Elle est fort bien décrite, alors c'est exactement ce que je voulais exprimer. Et donc, ça n'est pas, je pense, le rôle de la majorité actuelle qui veut précisément rassembler, que d'affaiblir un peu plus, parce qu'au fond, c'était ça l'objectif, la droite républicaine, après avoir participé, parce que les responsabilités sont évidemment partagées, après avoir participé de la destruction de la gauche républicaine. Carton jaune pour Éric Dupond-Moretti. Vous savez, j'essaie de ne pas rentrer dans les détails de la vie politique. C'est moi qui vous y amène un peu. Non, mais parce que tout ça, on est dans un tel moment de gravité, de délitement même de notre vie démocratique, que toute action, tout propos, toute initiative a son importance. Et donc, si on veut vraiment consolider la vie démocratique, parce que je crois que c'est ça qui est en cause, et notre République, il faut évidemment faire très attention et ne pas jouer avec le feu. Donc, moi, je voudrais noter ceci avec vous. Vous avez dit le dégagisme peut frapper Emmanuel Macron. En creux, c'est au bout de 4 ans, il est plutôt en situation d'échec. Il y a évidemment des réussites, il y a aussi une situation particulièrement difficile avec la crise sanitaire, comme tous les pays. Mais s'il y a un échec propre à Emmanuel Macron, mais c'est celui aussi que nous avons connu, nous, quand nous gouvernions, c'est de ne pas avoir réussi à réconcilier les Français et avoir restauré une confiance dans la vie politique et démocratique. La tâche est immense. C'est aussi celle qui est devant nous. C'est aussi pour cela que j'ai écrit ce livre et que, d'une manière ou d'une autre, je participe au débat parce que je suis inquiet pour l'avenir de mon pays. Vous avez vu que des rumeurs vous donnent entrant au gouvernement après les élections régionales? Oui, ça m'a fait beaucoup sourire. Oui, mais que ça vous fasse sourire est une chose. Non, parce que non, mais elles n'ont absolument aucun fondement. Et moi, je ne demande rien. Je ne suis pas candidat à une responsabilité. On pourrait vous demander. Oui, bien sûr, mais je ne suis pas candidat à une responsabilité gouvernementale. Je l'ai déjà exercé. Je suis candidat, en revanche, à remobiliser le camp républicain. Ça, je suis convaincu qu'autour des valeurs de l'autorité aujourd'hui mise en cause, de la laïcité, de la justice sociale, de la transmission de nos valeurs, il faut remobiliser le camp républicain. Sinon, nous serons emportés, pas seulement par une victoire de l'extrême droite, mais tout simplement notre vie démocratique et ses valeurs. On le voit bien, les Français sont inquiets, seront emportés. Dans la tribune des militaires, vous en avez pensé quoi? La première tribune, la deuxième tribune, les militaires. Je vous ai écouté souvent là-dessus, Jean-Michel Apathy. Je pense partager souvent votre sentiment sur la teneur et la nature de cette tribune militaire, de cette tribune de militaires. Ce qui m'inquiète, oui, ce qui m'intéresse d'une certaine manière, oui, c'est la réaction des Français. Je pense que des militaires n'ont pas à faire cela. Des militaires d'actifs ou pas, n'ont pas à faire cela. Et il faut là de l'autorité de la part du gouvernement comme de l'état-major. Mais ce qui est intéressant, ce qui est inquiétant, c'est la réaction des Français. Plutôt en accord avec la tribune. Qui approuve l'analyse. Donc il faut faire très attention parce que les lanceurs d'alerte, dans tout ce qui exerce l'autorité militaire, gendarmes, policiers, regardons ce qui se passe dans la police nationale que je connais bien, j'ai été aussi ministre de l'Intérieur, est inquiétant sur le délitement. Donc, nous avons besoin de l'autorité et de l'ordre qui ne sont pas une finalité en soi, mais qui sont la garantie de nos libertés, de notre démocratie. Donc, il faut être très attentif à ce qui se passe et les sanctions ne suffisent pas, on ne casse pas le thermomètre là. Il faut régler les problèmes de fond de la société française. Regardons ensemble, si vous voulez bien, une photo qui va s'afficher sur l'écran qui est devant vous, une photo électorale. La femme à gauche est voilée et elle a suscité un émoi. Est-ce que vous partagez cet émoi ou est-ce que vous dites que la société française est représentée dans sa diversité sur cette affiche? Non, une formation politique qui se réclame de nos valeurs, de la laïcité, de la République. Quelqu'un comme moi qui considère que les signes religieux n'ont rien à faire dans l'espace politique, pas dans l'espace public, la loi évidemment le permet, considère qu'on ne peut pas être candidat avec un voile. Avec un voile. Rappelez-vous des débats qu'il y avait déjà eu avec une candidature d'extrême gauche il y a quelques années, oui, le NPA. Donc, dans ce moment-là en plus, franchement, dans ce moment-là, avec ce cocktail que nous connaissons depuis des années, où tout est mélangé d'ailleurs, islam, islamisme, immigration, terrorisme, laïcité, religion, c'est une provocation, c'est une faute, c'est une erreur, donc il faut être très attentif. Vous avez parlé de laïcité, mais la 4e République a connu des situations, maintenant non, mais où des hommes ont siégé en soutane à l'Assemblée nationale, ça n'a jamais gêné personne. Hein. Mais ça a beaucoup changé aussi. Et puis, la laïcité, c'est la religion
religion ne s'immisce pas dans les affaires de l'État. Oui, ça ne veut pas dire que des gens qui ont une religion... C'est un signe religieux, oui, mais ne faisons pas comme si nous ne connaissions pas ces changements, ces bouleversements de la société. Vous savez, je le dis dans le livre, la gauche n'a pas, par paresse, n'a pas su regarder les bouleversements du monde, la chute du mur de Berlin, la globalisation économique et ces inégalités provoquées par, là aussi, des bouleversements liés à des sujets qui nous mèneraient trop loin. Le 11 septembre 2001 qui a explosé à la face du monde et qui a ouvert au fond cet âge identitaire. Il y a, et les Français le disent, une pression de l'islamisme et de l'islam politique. Des femmes voilées sur des affiches électorales participent de cette pression. Et si les républicains et les démocrates ne sont pas clairs sur ce sujet, alors oui, nous ouvrons le pays, nous le donnons au Front National. Donc il faut être extrêmement ferme, et la République En Marche, là-dessus, n'a pas su gérer ce problème, parce qu'on ne sait pas très bien si on peut porter le voile sur une affiche, ou si on peut être candidate avec un voile. Donc là, il faut dire non, il faut être très clair. Le livre que j'ai cité, Pas une goutte de sang français, raconte votre attachement à la France, vous qui êtes né en Espagne, qui avez longtemps eu la nationalité espagnole, puis ensuite la nationalité française, et vous avez dirigé le gouvernement de la France, tout de même un itinéraire original. Ça n'est pas un livre, vous le dites, de candidature, il n'y a pas de programme dedans, c'est votre vie que vous racontez. Vous dites aussi dans l'introduction une chose qui m'a un peu marqué, pendant 2 ans, au fond, vous ne marchiez plus dans les rues de votre pays, parce que la violence qui vous était opposée vous était un peu insupportable. Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'ingratitude vis-à-vis de vous, de la part de vos concitoyens? Non, c'est pas un terme que j'utilise parce que les Français sont souverains et le peuple choisit, mais j'ai ressenti cette violence qui est due aussi pour beaucoup à mes combats contre l'antisémitisme que nous avons évoqué, contre Dieudonné, à des positions très claires sur le fait que le terrorisme nous menait une guerre, ou sur la question de l'islamisme. J'étais l'un de ceux, sinon le premier, à l'Assemblée nationale à dire les dangers des frères musulmans et du salafisme. Il y a évidemment mes propres erreurs, je les analyse dans ce livre, mais j'ai ressenti évidemment cette violence sur les réseaux sociaux, dans la rue. Elle a diminué aujourd'hui ? Oui, je crois que les choses ont changé, d'abord parce que je ne suis plus en responsabilité, et tout simplement parce que je crois que les Français reconnaissent que sur ces sujets-là, j'ai eu raison. Merci Manuel Valls d'avoir accepté l'invitation d'LCI. Merci.